Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour à toutes et à tous, Xavier Teichmann pour Respect et aujourd'hui je suis content de recevoir deux personnes pour un épisode un peu particulier. Donc Simon Malvaux et Loïc Coutard, bonjour. Bonjour. Bonjour Xavier. Pour leur initiative Zafy Cycle, qui sont fatalement, comme vous pouvez l'entendre dans le nom, cycles, des vélos, et des vélos un peu particuliers. Donc vous allez nous expliquer ça. Mais avant, je vais vous demander de vous présenter. Alors qui commence ? Alors moi c'est Loïc, ingénieur industriel de formation. J'ai étudié à Leuven, à KUL. J'ai complété mes études par un an de master en management. J'ai toujours été passionné par le vélo. Je me déplace essentiellement à vélo pour aller au travail, mais j'adore aussi partir en vacances avec une petite remorque derrière le vélo. Et voilà, ça a beaucoup de sens pour moi de rejoindre ce projet et de mettre mes compétences d'ingénieur au profit de ce projet que je trouve plein de sens. Ok, top. Et Simon, du coup ? Moi, c'est Simon Malvaux, j'ai 25 ans et je suis un grand fan de vélo aussi, comme Loïc. J'adore l'aventure, donc l'aventure et le sport, en fait. Et puis, donc, j'adore partir, en fait, quand je dis aventure, c'est partir à l'aventure, mais léger, donc avec un minimum de bagages, et partir à la rencontre des gens. Donc ça, c'est plus pour le côté personnel, et puis à côté, j'ai fait des études de bio-ingénieur, et donc voilà, le mix de cette envie d'aventure et des études, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on a eu envie d'entreprendre durablement ensemble avec l'équipe. Et voilà, c'est comme ça qu'est né en fait le projet Zafy Cycles. Ah voilà, alors on va pas faire durer la curiosité plus longtemps. Hein, donc c'est quoi exactement Zafy Cycles ? C'est quoi votre particularité ? Donc Zafy Cycles, ce sont des vélos en bois. Donc c'est déjà une des choses avec lesquelles on innove, c'est qu'on essaye d'intégrer en fait le bois dans le monde du cyclisme. Et ce sont des vélos qui sont donc réalisés avec du bois de nos forêts, donc des bois de la forêt de Soigne. Alors, on pourrait se dire, voilà, pourquoi le bois, pourquoi pas utiliser de l'aluminium, etc. Mais oui, pourquoi le bois ? Ouais, pourquoi le bois ? Mais voilà, cette idée en fait est venue donc quand j'écrivais mon mémoire de fin d'études. C'était pendant la première vague du coronavirus. J'avais vu une image d'un vélo en bois et je me suis dit voilà, il y a quand même un concept génial derrière. On se rend compte que il y a une pénurie dans le monde du vélo et cette pénurie en fait elle met le doigt sur une problématique qu'on connaît vraiment bien dans le monde du cyclisme, c'est-à-dire la production en fait délocalisée des vélos en Asie. Et alors, en voyant cette image, je me suis dit, mais on a peut-être là une réponse, donc voilà, à notre échelle, à apporter, et c'est de créer finalement des vélos avec un matériau, donc le bois qu'on connaît, et qui est un matériau en fait qui est utilisé depuis des millénaires par l'homme. C'est pas compliqué. Le bois, c'est avec le bois qu'on a fabriqué les premiers bateaux pour traverser les océans. C'est avec le bois que aujourd'hui, en Suisse, on construit des buildings à plusieurs étages. Et le bois est présent d'ailleurs aussi dans le monde du sport. Donc, on a construit et on construit toujours des skis en bois. Les manches de raquettes étaient faites en bois, les battes de baseball. Et donc, c'est un matériau qu'on connaît vraiment bien, qui possède un riche héritage. Et on s'est dit, mais pourquoi pas innover et utiliser ce matériau dans le monde du cyclisme, quoi. Ok, top. Et justement, donc il y a. Et pourquoi Zafy, au fait ? Alors le nom Zafy vient d'une communauté malgache qui utilise le bois autant pour les constructions que pour son artisanat. Et donc c'est un petit clin d'œil à cette communauté qu'on respecte beaucoup, qui nous inspire. Et c'est vraiment chouette de savoir qu'il y a des communautés qui continuent à vivre de leur artisanat et des constructions qu'ils font en bois. Donc c'est vraiment chouette
c'est un petit clin d'œil à eux. Ok, c'est ça. Donc c'est une communauté malgache, quoi. Ouais. Ok, parfait. Au niveau, bon, ça c'est au niveau du cadre, c'est le cadre qui est en bois, hein, fatalement. Hein, c'est pas. Le reste des pièces, comment vous faites? Le reste des pièces, on essaye qu'elles viennent essentiellement d'Europe. On porte beaucoup d'importance à leur provenance. Quand c'est pas possible, on regarde aussi sur le marché américain, où on sait que la main-d'œuvre est plus respectée qu'en Asie. Mais du coup, en Europe, on travaille essentiellement avec les groupes Campagnolo. C'est un groupe italien qui fait du matériel très haut de gamme. Ouais, c'est clair, ouais. C'est vrai que Campagnolo, c'est du bon matos, quoi. Exactement. Donc, moi, j'ai vu une vidéo. Donc, je verrai pour mettre un lien sur l'article que vous avez fait et où vous vous lancez avec ce vélo. Donc, le cadre est en bois, à une allure de dingue. De prime abord, on se dit ouais, le bois, c'est léger, quoi. Et au fait, ça cartonne, quoi. C'est quoi les avantages du bois, finalement? C'est une très bonne question. Donc, à côté de son aspect esthétique et son avantage écologique, il y a une propriété mécanique intrinsèque au bois et qui est très intéressante. En fait, c'est l'absorption des vibrations. Donc, et c'est là que la magie du bois en fait opère. Et c'est vraiment quand on regarde au niveau cellulaire, quoi. Donc, au niveau des cellules, une planche de bois, ça peut être assimilé en fait à un système de ressort amortisseur, quoi. Et donc, par rapport à un cadre normal, le cadre en bois, il va absorber les vibrations plutôt que de les transmettre à travers le cadre, comme sur un cadre en aluminium ou en acier. Et donc, c'est ça en fait qui va rendre la conduite plus confortable, quoi. Donc, si on va sur des pavés, si on prend un vélo en acier, c'est nickel pour Paris-Roubaix, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais il y a déjà eu des tests sur le Paris-Roubaix justement avec des cadres en bois. Ouais. Et en fait, on sent vraiment la différence si on passe d'un cadre en carbone au cadre en acier à un cadre en bois. Pour les personnes qui roulent beaucoup à vélo, on sent vraiment cette différence d'une conduite qui est plus confortable et le corps en fait qui est moins stressé par les vibrations de la route. Et je sais pas qui va parler, mais parlez-nous un peu justement de cette conception, parce que vous parliez du bois qui est pris en forêt de soigne, etc. Comment ça se passe? Est-ce que, moi j'y connais rien, hein. Alors il y a peut-être des auditeurs qui vont trouver que cette question est stupide, mais j'imagine qu'on taille pas directement le cadre dans une masse, quoi. C'est quoi? C'est du collage, c'est du profin. Comment ça se passe? Je voyais un peu sur la vidéo, hein, je vois qu'il y a de l'impression 3D, enfin de la découpe, etc. Mais oui, exactement. En fait, pour revenir, pour suivre le cadre dans toute sa fabrication, c'est intéressant de parler de la Sonian Wood Coop. C'est une coopérative avec laquelle on travaille, qui va gérer durablement la forêt de soigne. Répète un peu le nom. La Sonian Wood Coop. Oui, c'est ça, c'est la forêt de soigne, c'est Sonian Wood, c'est ça. Exactement. Oui, c'est ça. Okay. Et du coup, c'est une chouette coopérative qui gère durablement la forêt de soigne pour éviter que ce bois parte vers l'Asie. Et du coup, le bois, il travaille avec des bûcherons et des menuisiers belges. Le bois est scié et séché en Belgique. C'est donc avec ce bois brut qu'on va commencer à travailler. Et du coup, le processus est simple. Simple, non, c'est pas vrai. Ce n'est pas simple. Pour vous, ça a l'air simple parce que vous êtes ingénieur. Aujourd'hui, c'est devenu simple parce qu'on le fait presque tous les jours. Mais en soi, c'est relativement complexe. On va partir donc de ce bois massif qu'on va venir fendre en fines lamelles de 8 mm. Et alors, il y a une grande sélection des lamelles. On doit éviter qu'il y ait des nœuds, les fibres doivent être belles, elles doivent être rapprochées. Une fois qu'on a sélectionné les lamelles de bois, on va les assembler ensemble par la technique de lamellé-collé. Cette technique permet au bois de ne plus bouger par la suite, parce que normalement le bois est un matériau vivant qui va bouger, mais là elles sont contraintes les unes par rapport aux autres et prises dans la colle, donc elles ne bougeront plus. Une fois qu'on a réalisé ce collage, on va pouvoir commencer à usiner le cadre avec une CNC. Donc une CNC, c'est une fraiseuse numérique que l'on programme sur un ordinateur et on va demander à la machine de venir enlever de la matière, dans ce cas-ci du bois. Et donc on va faire 2 demi-cadres. On doit prendre un plan transversal au cadre. Il faut vraiment imaginer ces 2 demi-cadres qu'on va usiner recto-verso. Sur le recto, on va venir faire l'arrondi que l'on voit. Et dans le verso, en fait, on vient creuser le bois. Donc, le tubage que vous voyez sur nos vélos, en fait, il est creux. C'est vraiment des tubes. Et ça, c'est possible grâce à cet usinage que l'on fait. Et donc, une fois qu'on se retrouve avec ces 2 demi-cadres, on va venir les assembler
pour venir faire un cadre complet sur lequel on va venir monter tous les composants. Et puis encore une grande partie de finition, donc beaucoup de ponçage avec un grain de plus en plus fin, et puis du vernissage et pour avoir un résultat super fini. Ah, mais c'est vrai que j'ai vraiment flashé quand j'ai vu vos vélos, j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique parce qu'on peut se dire ouais, un vélo en bois machin sympa et tout, mais ça va être un peu tu vois le truc allez, ce que j'aime beaucoup c'est que ça donne envie. C'est comme il y a pas mal de personnes qui sont passées dans ce podcast et qui font soit des vêtements, soit des trucs, et c'est chouette, c'est des belles choses. C'est comme allez, les baskets Veja, c'est sympa, t'as envie de les mettre, c'est pas un truc qui fait y a beaucoup de choses qui sont entre guillemets écolo et durables, etc. Mais je parle d'il y a quelques années, mais c'est moche, tu vois, et du coup t'as pas envie. Je sais pas si c'est... Si, oui. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. En fait, ce qui est important ici aussi, c'est de se dire que le durable, ça peut être sexy aussi, quoi. À fond. C'est vraiment ça, c'est de se dire, on peut avoir des beaux produits, des produits performants qui sont durables. Ouais. Ouais, mais c'est top parce que, enfin, de ce que j'ai vu, j'en ai pas touché malheureusement, voilà, mais de tout ce que j'ai vu, je trouvais ça super beau en tout cas. Donc, peut-être bête question, mais ça me chipote. Pourquoi 8 mm les lamelles vous avez expérimenté, vous vous êtes dit, ok, c'est ça qui tient le mieux, ou c'est parce que physiquement il y a quelque chose qui, enfin, d'un point de vue métrique. Mais 8 mm, donc c'est une épaisseur qu'on prend en fait en fonction donc des tubes qu'on utilise, parce qu'à certains endroits, donc dans le cadre, par exemple au niveau du tube de direction, là il y a un tube en acier en fait qui est intégré au bois, et ce tube a un certain diamètre, et en fait il faut juste calculer l'épaisseur qu'il faut de bois en plus du diamètre du tube. Et donc en fait on utilise une épaisseur de bois totale qui varie entre 6 et 8 mm. Et donc, en fait, c'est purement mathématique, quoi. Donc, c'est ça, c'est pour en connaissant le diamètre. De direction, voilà. Et donc, en fait, il faut juste savoir que le cadre, il a une épaisseur qui varie entre 6 et 8 mm d'épaisseur à l'intérieur du cadre. Et aux endroits où on le creuse, c'est aussi, on le creuse pour que l'épaisseur fasse au minimum 6 à 8 mm, quoi. Et minimum 6. Le fait de le creuser, du coup... ça allège aussi la bête, quoi. C'est ça. Vous arrivez à quel kilo, enfin à quel poids plus ou moins pour ce style de vélo? Donc on est entre 9 et 12 kilos en fonction des packages de composants qu'on propose. Ça va, c'est pas déconnant non plus, quoi. Non, c'est ça. C'est 9 kilos, c'est déjà pas mal, quoi. Ça, c'est s'il est équipé, oui, avec des composants très... J'imagine que les composants, c'est pas le même budget. Non, c'est pas le même budget. Mais alors après, l'idée aussi derrière, donc on creuse, c'est pour pouvoir avoir un produit qui est le plus design possible, le plus épuré possible. Et en fait, toutes les gaines passent à l'intérieur du cadre aussi. Donc on veut vraiment avoir un produit qui est esthétique, beau, en fait, esthétique. Ouais. Mais il est beau, franchement. Non, et puis l'histoire du poids, je sais que c'est la chasse au poids, mais à un moment donné, je me regarde 2 secondes et je me dis que avant d'avoir un vélo à 6.8, j'ai de la marge, on peut tous perdre un peu de poids, ça sera plus facile, quoi. Non, top. C'est quelles essences de bois que vous utilisez? Alors on travaille essentiellement avec du frêne et du noyer. Le frêne qu'on retrouve beaucoup dans la forêt de Soigne. Et alors le noyer, il est peu présent dans la forêt de Soigne, mais alors on va aller le chercher dans les parcs de Bruxelles. Vous aurez peut-être un jour l'occasion, je dis vous les auditeurs. Hein, oui, j'allais dire tutoie-moi. Bah oui, mais non, je sais bien que vous avez... vous aurez peut-être un jour l'occasion d'avoir un cadre en noyer qui vient du Parc Royal, donc ce sera peut-être la King's Edition. La King's Edition, c'est classe, hein. Handcrafted in the Kingdom of Belgium. Exactement. Voilà, ça c'est 2 essences qui sont disponibles, mais on n'a pas restreint notre choix au fait qu'elles étaient disponibles. C'est vraiment des essences intéressantes qui ont été utilisées précédemment dans le sport et qui sont légères, résistantes et qui offrent une certaine rigidité. Ok, c'est ça. Parce que le bois, comme Simon le disait, va absorber les vibrations, mais il y a une limite. Trop de confort, en fait, va à l'encontre de la performance. Tu n'as pas de rigidité, du coup. Exactement. Ouais. Trop de souplesse viendrait absorber l'énergie qu'on met dans le vélo. Et ici, c'est un bon compromis qu'on a pu trouver. C'est ça. Vous avez fait des tests, ou bien c'est quelque chose qui est connu à la base, ou bien, je sais pas, j'invente non, mais il y a du chêne, il y a
il y a plein d'autres espèces. Il y a du hêtre, il y a du. C'est quelque trop chose rigide, ça peut-être. Non, c'est pas assez, peut-être justement, c'est trop souple ou. Oui, chaque bois a un peu ses propriétés, et c'est vrai que c'est connu que le frêne et le noyer. Parce que c'est bizarre pour un vélo d'utiliser du frêne, tu vois. C'est le jeu de mots. Ah oui, voilà. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Ouais, vas-y. Ce qu'il y a, c'est que le frêne, par exemple, c'est typiquement ce qu'on utilisait dans, par exemple, les arcs à flèches ou les manches de raquettes. C'est ça, de raquettes, mais aussi de pelles, etc. Ah oui, donc oui, bien sûr. Sont souvent faits en frêne. C'est une essence qui est connue, voilà, pour sa résistance aussi. Et donc, effectivement, c'est tout un historique en fait qu'on a, un savoir-faire c'est une essence qu'on connaît très bien en fait dans le monde, justement, du sport. 2 essences qu'on connaît bien dans le monde du sport. Et c'est pour ça qu'on les a utilisées. C'est ça, okay. Le noyer, par exemple, est beaucoup utilisé aussi dans les manches de fusil, les crosses de fusil. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi ces 2 essences-là. Après, on pourrait en utiliser d'autres encore, mais on se dit, voilà, le frêne, surtout, on le retrouve ici facilement. Le noyer, on peut aussi le trouver ici en Belgique. C'est ça, et donc, on se dit, voilà, on se focalise sur ces 2 essences-là, et ça nous permet aussi de proposer un vélo plus clair, le frêne, et puis un vélo plus foncé, le noyer. Oui, sympa. Oui, parce que c'est ça, c'est vraiment l'essence naturelle, quoi. Donc, top. Quel a été le déclencheur ? C'est une question que je pose souvent, mais là, tu as déjà répondu, Simon. C'est cette photo que tu as vue pendant que tu faisais ton mémoire, et tu t'es dit, ok, ça, c'est un truc. Je sais pas, peut-être un peu comment s'est construit l'aventure, parce que je pense que toi, Simon, tu as commencé, puis Loïc, tu as rejoint, puis un troisième, et comment ça s'est fait ? Oui. Donc, comme tu l'as bien dit, au départ, c'est une photo, une image et un contexte. Donc, c'est l'image de voir un vélo en bois et puis le contexte du Covid qui fait en sorte qu'on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions sur où sont fabriqués nos produits. Quand un produit est en pénurie, pourquoi est-ce qu'il est en pénurie ? Et donc, c'est peut-être ça qui a poussé, juste après les études, à entreprendre. Essayer, en tout cas. Je me suis dit, OK, maintenant, pendant 1 an, tu te focalises là-dessus et tu essayes d'avoir vraiment un beau vélo. Donc au départ, c'était plus un challenge personnel avec un cadre qui avait une chouette géométrie, etc. Mais on reste toujours sur un peu un goût de trop peu. Et donc là, je me suis dit, il faut travailler ce cadre, essayer d'avoir vraiment un cadre. Et comme tu l'avais bien dit avant, lorsqu'on a discuté un peu avant le podcast, c'est un vélo qui ressemble à un vélo. C'est pas, clairement. Voilà. Et puis au fur et à mesure l'évolution, le projet a évolué. Je suis rentré dans l'incubateur seul d'abord, et puis Johan a rejoint le projet. Donc Johan, qui n'est pas là aujourd'hui, il a rejoint le projet. Voilà, il m'a contacté en disant, si je pense que tu tiens quelque chose là, cette idée d'essayer de produire un vélo plus local, plus durable, etc. Ça a tout son sens. Moi, j'aimerais bien t'aider là-dedans. Et c'était Johan, je le connais bien parce qu'on était en coloc ensemble à Jean-Blou. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Et puis, Loïc, c'est un peu pareil. Hein. On se connaît parce que j'avais fait un tour d'Amérique latine avec son beau-frère. Et puis, je pense que ça a commencé comme ça. On s'est recroisés, on habite pas loin l'un de l'autre. Et on s'est croisés dans le bois, justement. C'est vraiment marrant parce que c'est comme ça, je pense. Hein. Ouais, on s'était croisés dans le bois, j'ai roulé à vélo, justement. Et Loïc avait entendu parler du projet, etc. Et tu étais avec un vélo en bois, c'est ça, un vélo Zafi. Ouais. Et voilà, on a échangé sur le projet. Je sais que Loïc, c'est quelqu'un qui est vraiment un passionné qui a énormément de qualité. Et je me suis dit, là, on tient quelque chose, faut pas le laisser partir. Ouais, top. Et donc, on s'est trouvé une équipe, on s'est constitué une équipe, je pense, qui est pluridisciplinaire, qui a plein de chouettes des connaissances dans différents domaines. Johan, il a travaillé dans une start-up avant. Loïc, il a travaillé en menuiserie, il a travaillé dans les énergies, etc. Et donc, je pense que là, on a une chouette équipe. Qui peut bien sûr être complété. Hein. Mais vous avez un beau triumvirat de départ. On a un chouette trio. Mais ça se sent, ça se voit. Enfin, j'ai pas vu Johan, mais vous deux, ça se voit que ça passe bien, quoi. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça ? Ouais, ça nous apporte énormément. Rien que le fait de se balader avec un vélo en bois, ça attire les regards, ça attire l'attention, ça nous permet de parler du projet.
parler de notre passion et de la raison de ce projet. Ça nous permet de bosser entre copains, de se lever tous les matins en se disant ok, aujourd'hui je vais revoir les copains, on va parler de notre passion, on va développer un projet qui nous tient à cœur. Ça nous apporte aussi confiance dans le sens où on peut croire en nos rêves, on a le droit de rêver, quoi. Aujourd'hui, oui, beaucoup de gens disent aujourd'hui c'est difficile, la vie devient difficile, on est tout le temps sous pression. Oui, mais il faut pas oublier que les rêves sont possibles et que parfois ça tient un peu de choses. C'est juste une petite étincelle qu'il faut pour lancer le projet. Et quand le projet tient la route, toutes les choses se mettent. Voilà, les choses se sont mises pour Simon. Il avait un cadre qui tenait la route. Voilà, les copains arrivent et viennent aider sur le projet. On se fait aider pas mal par l'incubateur. Et en fait, c'est l'incubateur de Louvain-la-Neuve, c'est ça? Ouais, okay. Exactement. Et on réalise que quand les choses doivent se mettre, elles se mettront. Et il y a beaucoup de personnes qui se manifestent pour venir nous aider. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de subsides qui nous permettront de continuer à avancer et acheter du matériel professionnel. Top, parfait. Et est-ce qu'il a répondu pour toi aussi, Simon, ou bien il y a encore autre chose que tu veux rajouter? Non, je pense que c'est très clair ce que Loïc vient de dire. C'est vraiment l'idée ici derrière un projet, une passion, c'est de se réveiller le matin avec détermination et se coucher avec satisfaction, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est un peu une phrase cliché, mais je pense que c'est l'essentiel de... si tu peux, si chaque jour qui se passe peut se passer de cette manière-là, c'est top, quoi. Vraiment. Non, mais c'est clair que, franchement, le projet, c'est moi qui vous ai contacté, j'avais vu ça et je trouvais ça vraiment top. Donc, mais c'est bien parce que ça prouve aussi une fois de plus, comme vous le dites, que ici sur le podcast on appelle les gens comme vous les influacteurs ou les influactrices quand ce sont des dames, parce que tu le disais toi-même, Loïc, c'est à un moment donné on dit c'est possible, quoi. On a envie, on est passionné, on a envie de sortir un truc, il faut se bouger. C'est trop facile de dire ce serait chouette d'avoir un vélo en bois, ce serait chouette mais à un moment donné il faut se lever, il faut le faire et top, donc félicitations pour ça. Alors voilà, c'est une question un peu vous n'avez pas commencé il y a super longtemps non plus, quoi, hein, mais si vous deviez changer quelque chose, qu'est-ce que vous changeriez? Ça, c'est le truc. Quelqu'un qui a envie. La grosse vanne, je changerais Loïc. Ou tu vois. Non. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Mais en même temps, on apprend énormément. Je pense que chaque jour, on fait beaucoup de bêtises. On fait pas mal de conneries, c'est humain. Heureusement que ça se passe. Voilà. L'important, c'est d'en tirer des conclusions. Et donc, je pense que s'il y avait peut-être une chose que je changerais, c'est ma gestion du temps. Apprendre à vraiment avoir un planning qui est bien défini, se fixer des heures. Parce que quand on a un projet comme ça, c'est souvent le cas. On se réveille avec cette idée de projet en tête, on mange avec cette idée de projet en tête, on va se coucher avec cette idée de projet, et il y a des moments où il faut pouvoir déconnecter aussi. Et donc c'est peut-être ça ici que je changerais. En même temps, c'est le début. C'est de se dire, il y a un moment pour penser au projet, il y a un moment à côté pour faire autre chose. Et on fait plein d'autres choses, mais je veux dire, le projet prend vite une ampleur importante sur sa vie, que ce soit quand on va, à des soirées, rencontrer des amis, les gens veulent parler du projet, ils veulent en savoir plus, et c'est toujours un plaisir de leur raconter, mais c'est parfois à prendre un peu de recul par rapport à ça aussi, de se dire de temps en temps, ce soir, j'en parle pas. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. C'est marrant parce qu'on en a parlé avec Stella Diamant, qui a fait son projet, qui est le podcast qui est passé juste avant vous, et qui parlait... Elle a un projet qui est le Madagascar Whale Shark Project, où elle s'occupe des requins-baleines, elle les recense, elle fait des recherches, et puis grâce à ces recherches, elle peut aller montrer des datas et lutter pour la préservation de cet animal, expliquer en quoi c'est important de le préserver, puis elle travaille avec la population locale, etc. Donc c'est un projet qui sort totalement de l'ordinaire. C'est pas tous les jours que tu rencontres une biologiste qui a créé sa fondation à 26 ans, qui bosse comme
Et c'est vrai qu'à un moment donné, elle disait aussi, oui, parfois c'est dur, parce que parfois, elle dit, je mange ce projet, je vis ce projet, je dors ce projet, je rêve ce projet, et puis en plus en parler. Et au fait, c'est un peu la conclusion, t'as vite l'air d'un gros con prétentieux quand t'as pas envie de parler de ton truc, parce que les gens, ils ont envie, ils s'intéressent. En plus, c'est sympa, parce que se poser des questions, enfin, vous poser des questions, c'est s'intéresser à vous, donc c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que parfois, tu te dis, mince, moi, j'ai pas envie d'en parler ce soir. Et c'est quand même un peu compliqué comme façon d'appréhender les choses. Mais c'est vraiment marrant, parce que ça fait 2 podcasts, l'un à la suite de l'autre, qu'on me sort ce truc, et je comprends tout à fait. C'est tout à fait ça. Mais après, de nouveau, c'est un plaisir de partager une passion. Donc, c'est toujours avec plaisir qu'on en parle. Ouais. Voilà. C'est juste que nous, c'est un travail personnel. Hein. Il faut apprendre à t'en prendre un peu de recul. C'est ça, à prendre du temps pour soi et à sortir un peu du projet, parce que sinon, on se fait complètement bouffer, c'est clair. Mais c'est bien de s'en rendre compte en tout cas. Quels sont les modèles, les personnes qui vous inspirent ? Ouais, moi, Simon m'inspire beaucoup. Non, plus sérieusement, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. C'est facile de se faire inspirer. C'est sûrement vrai aussi. Hein. Je veux dire, sinon vous bosseriez pas ensemble. Enfin, tu vois. Mais bon, c'est la petite vanne. J'essaye de remettre le truc, tu vois. Non, mais c'est facile de se faire inspirer. En fait, on peut se faire inspirer par des petites choses, des petits gestes, des personnes qui nous ont marqués au fil de la journée. Et moi, je suis facilement touché par les personnes. Si je vais citer une personne, peut-être qui va parler à un plus grand nombre, c'est un aventurier, un marin qui s'appelle Guirec, qui voyage sur son bateau avec sa poule. Il a traversé l'Atlantique à la rame, dans les 2 sens. Il a peur de rien et voilà, il savait pas que c'était impossible. Du coup, il l'a fait. Et ça marche. Et moi, c'est des personnalités comme ça qui m'inspirent. Qui sortent de l'ordinaire et qui vont faire les choses, quoi. Exactement. Ouais. Ils croient en ce avec rêve. leur poule, quoi. Avec sa poule. Mais c'est littéralement une poule, hein. C'est pas sa copine. Ouais. Non, mais bien sûr, j'avais bien compris. Ok. Donc voilà. Top. Donc il a son œuf à chaque fois pour. Oui, tous les jours, il reçoit son petit œuf et il a du riz du riz et quelques réserves. Parfait. J'irai voir ça. Et pour toi, Simon, il y a qui t'inspire ou quelles sont les personnes il y a énormément de personnes aussi qui m'inspirent. Moi, je vais beaucoup chercher mon inspiration dans le monde du sport, en fait. Donc, ça ne doit pas être des athlètes spécialement de très haut niveau, hein, mais je pense qu'il y a énormément à apprendre par une discipline sportive, en fait, que ce soit dans la vie de tous les jours, etc. Et donc, les personnes qui m'ont très fort inspiré, en fait, c'est un alpiniste italien, Walter Bonatti. Donc, une personne, voilà. Je connais pas. C'est normal. Non, il est très connu dans le monde de l'alpinisme, mais il faisait partie de l'expédition au K2, donc la deuxième plus haute montagne au monde, à 24 ans, donc dans les années 1950. Ah oui, c'est ça, c'est pas un tout récent, quoi. Non, mais donc il a une histoire de vie qui est assez incroyable. Bon, je vais pas tout raconter ici parce que ça prendrait trop de temps. Mais c'est une personne qui a énormément de volonté, qui a... Déjà, le K2, c'est un des plus difficiles au monde. Oui, c'est ça. Donc, on dit souvent que c'est une des montagnes les plus meurtrières. Je pense qu'il y a une personne sur 4 qui y passe. C'est des statistiques hallucinantes. Et donc voilà, à 24 ans, pourquoi ? Pour son courage, pour sa détermination. Et ouais, il s'est passé pas mal de choses lors de cette expédition au K2. Il a été trahi par la cordée dans laquelle il était. Et pendant toute sa vie, il s'est battu pour que la vérité soit faite autour de cette histoire. Et donc voilà, cette personne-là m'a beaucoup inspiré. Si vous aimez l'alpinisme, si vous aimez le sport assez extrême, son livre sur le K2 est assez magique. Je vais un peu creuser et on va peut-être faire un article sur lui, parce que les valeurs dont tu parles, c'est les valeurs qu'on défend aussi, quoi. Le courage, la détermination, la persévérance, l'envie que les choses soient claires, limpides, etc. Donc, juste pour spoiler un tout petit peu, il a été pendant 40 ans, cette personne a été vue comme un traître en Italie pour quelque chose qu'il n'a pas fait, en fait. Okay. Donc en plus, il a porté un poids. Il a porté un poids, et puis ça c'est quand il avait 40, autour des années 2000, je pense, la vérité. T'as spoil, mais quel teaser, quoi. On a envie d'en savoir plus maintenant. Donc voilà. C'est pas mal, quoi. Ils vont en faire une série Netflix. Mais ok, top, parfait. Et ouais, ouais, voilà, c'est vrai que vous le disiez vous-même, vous vivez ce projet, vous rêvez ce projet.
quels sont les petits trucs, les petites astuces que vous avez mis en place pour justement pour tenir la distance? Qu'est-ce que tu veux dire par tenir la distance? Il y en a par exemple qui ils font de la méditation, t'en as d'autres fatalement qui vont rouler à vélo dans la forêt, d'autres qui par exemple Guibert Delmarmol et Amandine Anglebert, eux c'est vraiment faire de la marche en forêt. C'est quelque chose qui pour eux c'est super important. Ils ont tous les deux eu des problèmes de santé, et c'est vraiment cette reconnexion à la nature, le fait de marcher qui les a sortis de là, quoi. Okay. Donc voilà, par exemple, et c'est quelque chose qu'ils continuent à faire régulièrement, ça leur permet de réfléchir, de se poser, mais voilà. Il y en a, c'est de l'aquaponie, tu vois, enfin, voilà, je sais pas. Moi, c'est bouger, faire beaucoup de sport. Donc en fait, je pense, un rituel tous les jours presque, de se dire, après une journée de travail, tu prends tes baskets, tu vas courir, tu prends ton stick, je sais pas, tu vas jouer au hockey, tu fais n'importe, rouler à vélo. Mais je pense que c'est vraiment très important, ça te permet de relâcher en fait évacuer toutes les frustrations qu'on peut avoir pendant une journée. Et il me semble que voilà, ça date un peu maintenant, mais j'avais une fois écouté une interview, je pense que c'était le patron de Deleuze ou je sais plus trop, mais qui disait voilà, moi plus j'ai de problèmes et plus je fais de sport, plus je vais courir en fait. Et je pense que le sport a des vertus qui sont juste incroyables. Ça nous permet en fait de se sentir bien juste dans son corps et ça libère l'énergie et ça circule, quoi. C'est ça. Et puis c'est un moment où on peut réfléchir énormément. Je vois ça comme une méditation aussi, hein. Donc c'est un moment où à titre personnel en tout cas j'ai énormément d'idées et c'est toujours intéressant de partir juste courir, lâcher prise et voilà, se laisser aller, quoi. Ouais, okay, donc le sport. Parfait. Moi, je pense que c'est plutôt je parle pour moi, un état général. Je pense que c'est un projet dans lequel on aura du mal à s'épuiser de par sa nature, déjà connecté à la nature, mais aussi par l'équilibre qu'on peut y retrouver. On est tous les trois dans le projet très polyvalent. On n'est pas derrière notre ordinateur à devoir faire de la modélisation 3D, ou on n'est pas derrière une machine à devoir faire les lamelles pour les coller. On fait tous un peu de tout, et du coup, c'est ça qui nous permet de voir d'autres choses. Et on ne s'épuise pas à une tâche. Il y a certaines fonctions plus manuelles, d'autres plus intellectuelles. Et c'est cet équilibre déjà rien qu'au sein du travail qui permet de ne pas s'épuiser à ce niveau-là. Et puis on a une structure très petite où on se fait confiance. Si un jour je rentrais plus tôt pour tondre ma pelouse ou m'occuper de mes enfants, il n'y a aucun problème. Il y a une grande confiance et ça c'est très chouette de bosser dans un environnement comme ça. Et alors, comme dit Simon, on fait du sport ensemble et ça permet de vivre autre chose avec les collègues, les personnes avec qui on travaille. Il n'y a pas juste le travail, on se détend et on fait la fête et on fait du sport aussi ensemble. Allez, top, parfait, c'est bien. Pouvoir se faire confiance, c'est important, et bosser avec des gens qu'on apprécie et des tâches plurielles, c'est aussi intéressant, effectivement. Top. Qu'est-ce que vous pourriez me recommander, enfin surtout à nos auditeurs, à moi aussi parce que je suis très curieux, mais à nos auditeurs, un livre, un podcast ou une émission, qu'est-ce que vous pourriez recommander? Quelque chose qui vous inspire, que vous trouvez sympa? Moi, comme je t'avais dit au téléphone, j'écoute pas assez de podcasts. Mais maintenant, tu en as découvert un bon, donc non, mais vraiment, j'ai écouté plusieurs épisodes et c'est vrai que ce sont toutes des personnalités inspirantes. Donc déjà aux auditeurs, je vais pas faire de la pub pour ce... Enfin si, je peux en fait faire de la pub pour ce podcast parce qu'il y a énormément de personnalités qui sont inspirantes et sont pas spécialement des personnes connues du grand public et je trouve que à ce niveau-là, comme Loïc disait, tout le monde peut être une source d'inspiration. Ouais, c'est vraiment ça qu'on veut montrer, quoi. Voilà. Donc déjà, écoutez les autres vidéos de ce podcast-ci. Puis, moi, quelqu'un que j'adore, un écrivain que j'adore, c'est Sylvain Tesson. Ah bah oui, j'imagine, si tu aimes bien l'aventure, il est incroyable. C'est un personnage et il arrive à mettre des mots sur des situations, des rencontres. C'est assez hallucinant ce qu'il arrive à faire avec sa plume. Et donc, il est énorme. Ah oui, bien sûr, c'est un géant quand tu vois. Oui, c'est clair, je suis tout à fait d'accord. Ah mais c'est chouette d'une fois avoir autre chose qu'un livre business, parce que c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est top, vraiment. Ok, ça on mettra. Il y a un que tu nous recommandes particulièrement ou la totale? Là, ils sont derniers, Énergie Vagabonde, très sympa. Et puis il y a l'Axe du Loup aussi, donc il y en a plein. Enfin, je veux dire, une fois qu'on commence.
On mettra un lien vers le dernier sur l'article. Et pour toi, Loïc Moi, de manière générale, c'est écouter des médias alternatifs, aller voir au-delà de ce qu'on nous propose sur les chaînes standards, mainstream. C'est vraiment juste aller voir plus loin et se laisser toucher à tous les à différents niveaux, que ce soit par une finance alternative ou des projets alternatifs, une communication alternative, par le féminisme. Il y a plein de choses qui me touchent et c'est savoir être attiré par une globalité. C'est ça, donc c'est la curiosité de voir plusieurs choses, plusieurs... Ok, top, parfait. Une citation qui vous inspire. Toi, tu avais dit déjà, Loïc, celle de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible et donc ils l'ont fait. Exact. Et pour toi, Simon, il t'a piqué ta citation ou... Non, du tout. C'est marrant parce que, en fait, quand j'entends des citations qui m'inspirent, j'ai un fichier sur mon ordinateur où j'ai donc plein de citations. Si je devais en choisir, je peux en dire l'une ou l'autre ? Oui, vas-y, à ton aise. On est entre nous. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des citations ? Mais déjà, ne pas compter les minutes, les heures, les jours, mais les faire compter. Ça, je pense beau. C'est beau. Ouais, ça peut paraître un peu cucu, mais je pense que c'est plein de vérité. Ouais, on a une de Sylvain Tesson que j'aime beaucoup, c'est d'un homme pressé ne sortira jamais aucun jus. Donc excellent. Ouais, non, ça veut dire voilà qu'il faut il faut prendre le temps. Donc oui, on a tous des plannings qui sont très chargés et c'est une mentalité très européenne aussi de se dire voilà, on n'a pas le temps de faire ça, on n'a pas le temps. Si il faut faire le temps donc. Et puis finalement, pour rester sur le vélo, je dirais voilà la citation un peu classique, mais qui est remplie de sens aussi, qui dit que la vie c'est comme rouler à vélo, pour garder son équilibre il faut avancer quoi. Loïc veut rajouter quelque chose. Oui, si je peux rajouter deux citations qui moi me parlent aussi et c'est pour venir voir les choses différemment. C'est la première qui dit que plus on rentre dans le moule, plus on ressemblera à une tarte. C'est pas mal. Et ça me parle beaucoup parce qu'aujourd'hui, le moule, il est très présent. On vient formater les jeunes à l'école, à l'université. Alors oui, on y apprend plein de choses, mais il y a un modèle qui devient de plus en plus standard et j'ai envie de pouvoir prouver que c'est possible de voir les choses différemment et que voilà. Et alors, une autre citation qui veut dire la même chose, mais qui fait peut-être référence à nos vélos en bois, c'est qu'un arbre droit finira en planche, alors qu'un arbre tordu, on le laissera vivre sa vie et il sera très heureux tordu au milieu de la forêt. Ok. Nous, on a besoin des arbres droits pour nos planches, pour nos vélos, mais j'aime cette citation. Ouais, ok, parfait. Ça en fait des citations, c'est pas mal ça. On est arrivé à la fin de l'interview. Donc, merci Simon, merci Loïc pour votre temps. C'était très sympa de faire votre connaissance. C'est un super chouette projet. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour le futur ? C'est une bonne question. Là, on est en plein crowdfunding. Je voulais y venir. Voilà. Qui en moins d'une semaine, en 5 jours seulement, a été financé à 86%. Il faut faire exploser tout alors. Ouais. Avec plus de 10 cadres vendus. Et du coup, par la suite, on recontactera les clients pour le montage des vélos. Du coup, tu peux nous souhaiter bonne chance pour les 14% derniers, mais on espère... ça va aller vite. Oui, ça va aller vite. Ça se termine quand, le crowdfunding ? Le crowdfunding a lieu jusqu'au 17 décembre et vous pouvez le retrouver sur la plateforme Ulule. Je vais mettre le lien dans l'article parce super. Que le podcast va vraisemblablement sortir le 28, c'est dimanche, c'est ça ? Le 28. Donc comme ça, il restera encore une petite vingtaine de jours pour activer le crowdfunding, quoi. Ouais, c'est super. Allez. Parfait, top. Et que beaucoup de cadres puissent sortir et que vous puissiez passer aux étapes. Oui, vas-y. Et peut-être juste une chose, oui, le crowdfunding, donc on ne vend pas uniquement des cadres de vélo. Donc il y a plein d'autres chouettes contreparties qu'on propose, comme des t-shirts recyclés, floqués Zafi. On propose un événement aussi pour venir tester les cadres, pour venir nous rencontrer. Donc cet événement aura lieu en mars. Le 12 mars. Le 12 mars. Et donc voilà, chacun peut contribuer à sa manière. Et voilà, parce qu'on sait qu'un cadre, finalement... C'est un certain budget. On est sur quel budget ? Voilà, je vous ai pas posé la question. Pour un vélo, donc un vélo complet monté, on commence à 4 500 €. Mm-hmm.
Et puis, en fonction des composants qu'on veut y ajouter, voilà, le prix. C'est ça, le prix varie. Si on a envie de se faire plaisir, on peut éclater les budgets, quoi. Voilà. Ok, d'accord, parfait. Voilà, comme ça on a une idée du budget à investir, parce que c'est un investissement, c'est pas une dépense. Donc parfait. Écoutez, merci beaucoup. Mais merci aussi à vous pour votre fidélité. Et voilà. Allez voir un peu du côté du crowdfunding et je vais mettre le lien dans l'article. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup à toi, merci pour ta confiance. Oui, vas-y Loïc. Oui, merci Xavier. Avec beaucoup de plaisir. Alors, à la semaine prochaine. Hein. Au revoir, à bientôt. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.